Tous pourtant ne cédaient pas à l'attrait aveugle et irrésistible de l'inconnu. Quand Debda pérorait, ma mère, celle de Ménâche, celle de Moddour, se tenaient dans un coin sans rien dire. Souvent, Narnais était avec elles. Elles mettaient leur index sur leurs lèvres fermées et regardaient discourir la femme d'Echli. Du reste, elles ne tardaient pas à partir en implorant les saints d'écarter la catastrophe. Le clan des mères ne voulait pas de cette guerre qui leur prendrait leurs fils. Narnais non plus, parce que sa jeunesse avait été remplie de récits de combats pour lesquels les jeunes gens partaient au milieu des youyous, des jeunes femmes parées et parfumées, mais d'où ils ne revenaient pas toujours. Pour des raisons personnelles, un qui n'était pas fâché d'y aller, c'était Idir. Pendant la guerre civile espagnole, Idir avait appris un jour que des brigades internationales se battaient du côté des républicains. Et il se serait aussi bien enrôlé de l'autre côté, ne serait-ce que pour avoir des berbères rifains comme compagnons d'armes. Mais il lui semblait qu'il arriverait plus vite au baroud en s'engageant avec les républicains. Quand il apprit l'existence des brigades, Idir était à Tlemcen. Le Maroc espagnol était tout près. Il est vrai qu'il était enrôlé, qu'il était contrôlé par les nationalistes. Mais la tentation était trop forte et Idir, inconsidérément comme toujours, franchit la frontière habillé en juif et monté sur un vieil âne. Il était décidé, il était pris à s'engager dans l'armée de Franco. Dans sa marche vers Tanger, où il comptait contre toute logique s'embarquer, il fut grandement aidé par les populations des villages qu'il traversait. Le berbère rifin n'étant pas très différent d'une autre, Idir bientôt put le parler assez aisément. Sa bourse, toujours bien garnie, faisait le reste. Bientôt, il trouva si attachant le pays et les hommes qu'il se prit à s'attarder dans ces étapes d'un jour où l'amenait sa course aventureuse. Il arriva enfin à Tanger, sain et sauf, maigri et barbu à souhait, flanqué d'un grand chien de garde qu'un rifin lui avait donné. Ce fut finalement ce chien qui faillit le faire entrer en prison, parce qu'il ne le quittait jamais, même en plein centre-ville. Il eut juste le temps de décamper une demi-heure avant que la police franquiste vînt le chercher dans son logis. Pour se consoler de cet avatar, il appela son chien Benito. Il refit en sens inverse le chemin qu'il venait de parcourir. Mais les pays lui plaisant décidément, il repassa la frontière, cette fois en direction de la zone française du Maroc. Il comptait aller séjourner quelque temps à Fès chez le frère de Menah, surtout pour lui demander de l'argent. Celui qui avait pris en partant était presque épuisé. Il arriva à Taza, avec à ses côtés Benito, dans les yeux une grande convoitise de voir des pays et des hommes nouveaux, et au cœur ce désir inassouvi, ce regret de n'avoir pas pu barouder. Il ne resta à Fès que quelques jours, qu'il employa du reste surtout à dormir, tant il avait besoin de sommeil. Un matin, en se levant, le frère de Menard ne trouva plus Idir, qui était parti sans l'avertir. Idir avait pris vers la montagne l'espoir qu'il allait par les chemins du bled rencontrer les Ito et Berry, dont Menach nous entretenait jadis si souvent. Il erra ainsi longtemps, et c'est par le frère de Menach que nous apprenions les étapes de ces randonnées. Itinéraire compliqué et toujours imprévisible. Figuig, Colombe-Bouchard, Eflou, de nouveau Figuig, soudain Fès.
Dieu seul savait pourquoi, puis 15 jours où y dire, et comme perdu dans la montagne, puis encore Figig. La première fois qu'Idir écrivait lui-même, ce fut pour nous dire, dans une lettre laconique, qu'il arrivait bientôt pour répondre à son ordre de mobilisation. Allions-nous enfin rouvrir Tasses comme 3 ans fermés? Car à l'arrivée d'Idir, nous serions au grand complet, d'autant que Ménèche, Medour, ni moi n'allions retourner à nos études. En effet, si l'ordre de mobilisation ne nous avait pas émus, la mobilisation, comme chacun sait, n'étant pas à la guerre, la déclaration de guerre de l'Angleterre et de la France à l'Allemagne, le 3 septembre, nous avait enlevé nos dernières illusions. Nous devions partir, nous aussi. Et ce n'était probablement plus qu'une question de jours. Alors autant rester à Tesga et attendre Idir. Mais avant même qu'Idir arrivât, notre groupe se trouva de nouveau amputé, car profitant des derniers beaux jours, nous avions célébré le mariage de Skoura avec Ibrahim. Ibrahim n'était pas mobilisable et une épicerie qu'il avait à Nodroma lui permettait de vivre très aisément. Si bien que Kou n'avait rien à craindre. Elle pleura cependant beaucoup en nous quittant. Quant à Medour, il stigmatisa en formule définitive cette union barbare de 2 êtres qui s'ignoraient et célébra la fête comme tout le monde. Les appelés devaient partir bien avant l'aube pour être à 6 heures à Fort-National, où on les rassemblait tous. Le café fort, dont j'avais trop bu, me tint éveillé toute cette nuit. Rien ne rompait le silence désertique que les rares aboiements des chiens ou les chants de coq en avance sur le soleil. Je ne tardai pas cependant à percevoir au dehors des bruits de pas qui devinrent de plus en plus nombreux. Des portes claquées, des voix, des mesurements amplifiés par le silence de la nuit, s'appelaient d'une maison à l'autre. J'eus bientôt l'impression que tout le village s'agitait. Je regardai mon bracelet-montre, 1 heure à peine. C'est qu'il y avait 3 bonnes heures de marche jusqu'à Fort-National. Ne pouvant pas dormir, je me mis à la fenêtre. Dehors, il faisait noir. De temps à autre, un flambeau perçait l'obscurité. On distinguait à peine la main qui le tenait. Un bruit de pas sur le sol, des bribes de phrases m'arrivaient quand le vent soufflait de mon côté. « Tu écriras. As-tu pris ton chandail? Va, tu as bien le temps. » Des lumières brillaient sur toutes les collines alentour. La nuit tout entière était tachetée de points blancs. Cela dura bien 1 heure, puis tout retomba dans le silence et l'obscurité de tout à l'heure, comme si tous les flambeaux s'étaient éteints, toutes les portes et toutes les bouches fermées, tous les pas arrêtés. On n'entendait même plus le froufrou que les poules faisaient en battant les ailes. Tout se taisait, s'arrêtait, comme si tous ces bruits prématurément sortis de l'ombre se dépêchaient d'y rentrer. Brusquement, un cri rauque, prolongé comme d'un animal ou de quelqu'un qui a reçu un coup de couteau par derrière, coupa le silence. « Mouloud, mon fils !» Aussitôt, des milliers d'autres cris de bêtes traquées répondirent, comme s'ils n'attendaient que ce signal pour partir. Ils fusaient d'Aourir, de Tezca, de Tella, de partout, se coupaient, se relayaient, se couvraient, se doublaient, semblaient ne mourir que pour repartir de plus belle. De toutes les collines alentour, les mêmes lamentations gutturales venaient mourir ce Tezca et joindre leurs notes affaiblies au concert funèbre des voix de toutes les femmes de notre village. Tous les noms y passaient, Rassi, Saadi, Mzienne. On les pleurait tous, comme s'ils étaient déjà morts.
La nuit répercutait sans fin et démesurément le timbre de ces cris de femelles à qui l'on enlève leurs petits, et l'ombre rendait plus terrifiant encore ces innombrables vosseries. De presque toutes les portes de nouveau les flambeaux jaillirent, éclairant cette fois des troupes où l'on entrevoyait vaguement des silhouettes de femmes se battant le visage ou les mains. Plus personne ne pensait au respect des convenances, et dans le deuil à la fois immense et général qui frappait tout Esga, les femmes de toutes les maisons coudoyaient tous les hommes dans la rue. C'était l'heure où partaient les mobilisés. C'est que tout avait changé depuis que les hommes devaient partir. Alors, seulement l'histoire dont on se faisait chaque fois raconter les épisodes enivrants devenait une réalité. C'était donc cela la guerre. Tesga ne se remettait pas du mal dont elle souffrait, quand tous les jeunes capables de travailler à sa guérison seraient partis. L'extériorisation barbare de ce deuil avait quelque chose de terrifiant et beau. Le cortège funèbre passa sous ma fenêtre. Le cheikh ouvrait la marche. Je distinguais peine sa voix grave, couverte par les gémissements des femmes, les pleurs des petites filles. De loin en loin, des hommes qui étaient trop âgés pour être mobilisés passaient graves et impassibles. Les pas claudiquants de Narnais fermaient la marche. Rohat Lilhna, Athalwa, partez en paix, mes enfants. En effet, tous ceux-là qui partaient étaient ses enfants. Derrière moi, un bruit de larmes étouffées. Je me retournai. Ma mère et Asie étaient entrées sans que je les entendisse. Comme moi, elle regardait défiler cette étrange procession. Ma mère, à cause du froid, avait sur ses épaules le long châle à franges roses qu'elle portait l'hiver. Asie n'avait pas eu le temps de s'habiller. Elle était venue dans sa robe toute simple à pois blancs, attachée à la ceinture. Ses cheveux étaient défaits, et malgré la tristesse que représentaient ou que répandaient les lamentations des femmes qui s'éloignaient peu à peu, je ne pus m'empêcher d'admirer combien elle était belle ainsi. « Tu vas bientôt partir, toi aussi, dit ma mère. Mais non, mère, tu sais bien que les étudiants bénéficient d'un sursis, et puis si j'y vais, il me faudra faire au moins 1 an d'instruction, et d'ici là, la guerre sera terminée. » Je mentais pour rassurer ma mère, qui d'ailleurs ne me crut pas. Quant à lui expliquer que quelqu'un voulut faire cette guerre par conviction, c'eût été peine perdue, et ma mère partit en cachant de son châle ses yeux mouillés de larmes. J'avais une peur affreuse qu'Asie ne la suivît. Depuis le début des vacances, ma fiancée m'évitait, et à vrai dire, je n'en étais guère affectée. Mais ce soir, le charme de sa beauté négligée, le cadre fantastique de cette nuit noire où traînaient de lugubres gémissements m'attirait vers elle, et pour la retenir, je disais n'importe quoi. Quand Asie me coupa la parole. « Quand pars-tu ? » ?»« Je n'en sais rien. »« Tu le sais, puisque Medour et Menache ont déjà reçu l'ordre d'être à Tesga en janvier prochain. Tu as reçu le même papier. Je suis sûr que tu le caches. Mais tu peux me le dire à moi. Et puisque je te dis que je n'ai rien reçu, et puis que t'importe. » Elle rejeta ses cheveux derrière ses épaules. « Je ne dois pas te parler longtemps. Si je n'étais pas venue avec ma mère, et s'il n'y avait pas ce départ, tu sais bien que jamais je ne t'aurais adressé la parole. Je ne sais pas si j'aurai jamais l'occasion de te parler encore avant ton départ. Pourtant, je suis comme ta femme maintenant. Tiens,
dit-elle en enlevant sa bague et en me la tendant brusquement, comme si elle avait peur d'être surprise. Porte-la même quand tu seras soldat. Je me moque de ce que diront ceux qui la reconnaîtront à ton doigt. Et toi? Mais moi aussi, dis-je avec beaucoup moins d'assurance qu'elle. Elle se tourna pour partir. Arriva à la porte de ma chambre, elle hésita, puis revint vers moi. J'ai toujours la clé, dit-elle. Veux-tu que je te la rende pour que tu ouvres ta ceste? Mais sans toi, ce ne sera plus ta ceste. Et puis Idir n'est pas encore là. Alors je la garderai jusqu'au jour où nous pourrons ouvrir ensemble. Va avec la paix, dit-elle. Reste aussi avec la paix, répondis-je. Je restai seul, tournant entre mes doigts la bague d'Asie. Elle était d'argent avec un chaton émaillé. Je remis à un autre jour de me la passer au doigt. Cela ferait un beau scandale si on me la voyait chez moi le lendemain. Je trouvai, pour ne pas la mettre, une foule de raisons valables, dont la moindre était que ce serait me prêter aux idées puériles d'une jeune femme bien romanesque. Mais je ne pus chasser de mon esprit l'image d'Asie, se détachant sur le ciel, cheveux au vent, dans l'embrasure de ma fenêtre. Par petits groupes, les uns geignant, les autres silencieux, les habitants de Tesga revenaient du cimetière où ils avaient quitté les mobilisés. Au loin, l'aube dessinait sur un ciel pâle la crête du Durdura. Un soir d'octobre que ma mère, selon son habitude, débitait de sa voix lente et monotone le conte de Hamama de Siouf, assise au bord de la mer. Devant un auditoire émerveillé de garçons et de filles, quelqu'un poussa la porte sans frapper. Il bougonna un bonsoir indistinct, sous le regard capuchon qui lui cachait la figure, et sans venir se joindre à notre groupe au coin du feu, s'assit sans bruit dans le coin le plus sombre de la pièce. Ce devait être un voisin. Nul ne prit garde à lui. Comme si de rien n'était, ma mère continua son récit, entrecoupé par la voix geignante d'un chien qui, voulant entrer, grattait la porte obstinément. Quand ma mère eut fini, l'étranger sortit de l'ombre et vint droit à elle. Nous nous récriâmes tous. C'était Idir. Il avait bruni, maigri, ses yeux étaient plus enfoncés dans leurs orbites. Il était enveloppé tout entier d'un burnous brun en poil de chameau. Sa mobilisation prochaine, le mariage passé de coups, le mien que nous allions bientôt célébrer, la fatigue l'avait ramené. L'automne bref passa aussi doux chez nous que le printemps, et peut-être plus désiré encore parce qu'on le sait plus éphémère. Puis ce fut tout de suite l'hiver. Un vent fort soufflait continuellement du nord, et en s'engouffrant dans les persiennes avec rage, semblait devoir emporter notre maison du haut de la colline. La pluie tombait en trombes, et en quelques heures ne laissait que les pierres nues sur les chemins lavés. Il y avait cependant vers la fin d'octobre quelques jours exquis d'un soleil mouillé. C'est ce temps-là qui fut fixé pour ma fête. Elle ne fit pas aussi gaie qu'Asie et moi l'avions rêvé quand nous étions à Thassès. Il n'y eut point d'ouvrage par déférence pour tous les gens qui étaient déjà au front. Et puis la guerre pesait sur toute chose, les rendait plus sommaires, plus tristes. La suite demain, vous pouvez vous abonner.